Bonjour à tous. Merci infiniment d'avoir choisi d'assister à cette table ronde parce que le choix est extrêmement riche, comme vous le savez, lors de ces rencontres stratégiques de la Méditerranée, et cette année tout autant que pour les années précédentes. Je suis ravie que la FMES ait tout de suite accepté, validé le choix que je lui ai suggéré de traiter du fait religieux, non pas seulement en Afrique, comme nous allons le faire, mais plus largement dans l'espace mondial, l'Afrique devant en réalité être conçue comme un laboratoire d'observation de ces dynamiques que l'on retrouve aussi partout ailleurs et qui se construisent d'ailleurs en interaction avec le reste du monde, comme nous allons pouvoir en discuter. Le phénomène religieux, à mon avis, a beaucoup trop souvent été réduit à son expression la plus violente et la plus spectaculaire, à savoir l'islamisme radical qui s'est manifesté par des activités et des actions de nature terroriste sur le continent. Mais le phénomène est infiniment plus complexe et surtout varié. C'est-à-dire que les religions en Afrique, quelles que soient les dynamiques dans lesquelles elles s'inscrivent, ont un certain nombre de caractéristiques communes, qu'elles soient propres à l'islam ou qu'elles soient propres au christianisme. On s'aperçoit que, notamment dans les processus d'affirmation identitaire extrêmement forts, qui touchent l'Afrique tout comme le reste du monde, mais on en parle beaucoup moins à propos de l'Afrique, notamment la façon dont le patriotisme, le nationalisme, le souverainisme sont devenus sur le continent les principaux vecteurs de changement ou de retour à un conservatisme. Je précise aussi bien pour des régimes de nature démocratique que pour des régimes beaucoup plus autoritaires, qu'ils soient civils ou militaires. Le fait de s'appuyer sur des acteurs religieux est un vecteur et un facteur de légitimation extrêmement puissant. Dans les interactions avec les grands partenaires étrangers, avec les grandes puissances internationales, le fait religieux est également majeur et on s'aperçoit que les Européens, et notamment la France, sans doute en raison de la tradition laïque qui est extrêmement ancrée, notamment dans la politique étrangère, ont malheureusement, à mon avis, mésestimé l'importance de ce phénomène aujourd'hui qui touche, on en parlera peut-être peu, donc je le mentionne rapidement, par exemple la façon dont les États-Unis interagissent avec le continent, non pas seulement au niveau de l'État américain lui-même, mais aussi en ce qui concerne des relations beaucoup plus transnationales entre différentes églises. La façon dont, notamment, on parlera de l'évangélisme, mais des courants extrêmement structurés se sont mis en place, et non pas au cours des quelques mois qui ont suivi le retour au pouvoir du président Donald Trump, mais en réalité depuis des décennies. Et ce sont aujourd'hui, particulièrement en Afrique centrale, mais aussi en Afrique de l'Ouest, dans des États biconfessionnels, et on l'évoquera rapidement, des acteurs très importants. L'Église catholique aussi a pu voir la façon dont l'émergence de courants très conservateurs, on a beaucoup parlé en France, y compris à travers la couverture d'un des magazines les plus people et les plus populaires que connaisse la France, à savoir Paris Match, de cette fameuse couverture avec
Monseigneur Sarah, il y a des liens avec le cardinal Burke aux États-Unis, qui fait partie mais des mêmes courants très conservateurs au sein de l'Église catholique. Il y a des visions sociétales qui sont étrangement communes à ces courants chrétiens, mais également à des courants musulmans, parce que l'islam politique, donc l'islam conservateur, est loin d'être principalement violent. Il est principalement pacifique, mais il n'en plaide pas moins pour une vision extrêmement rigoriste de la société qui conteste de front et de manière extrêmement active un certain nombre de valeurs démocratico-libérales. Moi, je n'ai jamais aimé employer l'expression d'occidental. J'employais plus volontiers l'expression de transatlantique, qui n'est plus valable aujourd'hui non plus. Mais donc, ce système de valeurs démocratico-libérales associé à notamment une vision dite progressive de la société axée sur une approche très spécifique en termes de genre et de rapport homme-femme, en termes de place que la société devrait accorder notamment aux minorités sexuelles. Ce sont des normes et des valeurs qui sont fondamentalement contestées par de très nombreux courants, quelle que soit la religion. Et donc ce sont ces dynamiques que nous allons essayer d'examiner au cours de l'heure et demie qui nous est allouée, avec donc 4 panélistes. D'abord, Rodrigue Connet, anthropologue, qui va notamment nous parler des dynamiques évangélistes sur le continent africain. François Mabille, qui va davantage nous parler de la façon dont la religion structure les rapports internationaux, y compris de manière transnationale et pas nécessairement interétatique. Et il évoquera aussi, s'il en a le temps et la possibilité, le rôle de l'Église catholique sur le continent africain. Boubacar Ba, qui vient du Mali, va nous parler de la façon dont l'islam est structuré, notamment au Sahel, et quels sont les liens que la religion entretient, y compris, pour le coup, avec des courants djihadistes plus violents. Et enfin, Igor Delanoë, qui nous fait l'amitié de remplacer au pied levé un intervenant qui était indiqué, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre, mais qui va nous parler d'une dimension encore plus méconnue, y compris de moi-même, qui est celle des réseaux, y compris orthodoxes et musulmans venus de Russie, qui sont également très actifs sur le continent africain. Donc, sans plus tarder, je vais commencer. Alors, ce n'est pas par ordre de préférence, mais c'est plutôt par souci de logique. Je vais donner la parole à Boubacar Ba, et ensuite, je ferai circuler la parole selon ce que tu diras. Donc, tu as 15 minutes maximum. Merci, Boubacar. Merci beaucoup, Niagalé, pour cette présentation rapide. Et très rapidement, moi, je vous dis très honnêtement que c'est ma première fois de venir dans ce RESMED. J'ai écouté ce matin les 4 intervenants, mais je sais ce que l'amiral Ossera dit. J'ai retenu la thématique qu'il a développée et je pense qu'il a donné un peu le tempo. Et par rapport à ma présentation, je voudrais, dans un premier temps, vous dire que depuis la fin du califat, le califat vraiment ottoman, je parle depuis 1924, et la création des frères musulmans par Hassan el-Banna en 1928, le Sahel aujourd'hui, donc si nous partons depuis cette histoire, je crois que c'est la première fois durant ces 15 dernières années qu'un califat islamique s'installe dans cette région du Sahel. Et il y a 3 entités. Il y a ce qu'on appelle la région du Mali central, qui est la base, c'est-à-dire que le centre du Mali,
mais qui comprend la boucle du Niger et qui descend jusqu'au sud du pays. Il y a la région de Tillabéri au Niger. Il y a aussi le Sahel burkinabé. Donc, c'est les trois qui constituent ce que moi j'appelle un laboratoire sur le discours, sur la doctrine et les modes d'action. Donc ça, c'est le premier point. Comment, je dis bien, les Sahéliens ont-ils obtenu ce que moi j'appelle le passe-droit du califat islamique? Est-ce que c'est un djihad global qui domine ou bien il y a un djihad endogène? Donc ça, c'est vraiment la première question qu'il faudrait analyser avec subtilité pour décrypter la situation. Le deuxième élément, comment un pays comme le Mali, un pays quand même qui a connu l'islam depuis le 7e siècle, même après le 7e siècle, avec le Ouagadou et même ce qu'on a appelé le Mandé, et jusqu'aux Askia vers le 15e siècle, avec après aussi le mouvement almoravide et tout ce processus entre Sahel, Maghreb, avec les courants que je vais citer. Comment un pays qui a connu un tel héritage a-t-il basculé et tombé aujourd'hui en ce qu'on appelle l'islam hanbaliste, salafiste, wahhabite? Là encore, les concepts sont polysémiques et discutables, mais il y a un corpus quand même qui se dégage. Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, est-ce qu'aujourd'hui, les autorités maliennes, qui sont dans une phase de transition, qui ont hérité depuis 2012 d'une crise multidimensionnelle, est-ce que ces autorités ont la capacité de stabiliser le pays ou, je dis bien, l'islam, je dis bien salafiste, qui a pris un ancrage dans la région du Sahel central, va faire éclater les transitions, les trois pays, Mali, Burkina, Niger. Pour la première fois, nous risquerons d'aller à la situation soit de l'Afghanistan ou de la Syrie. Donc voilà trois questions de départ. Maintenant, le contenu. Le contenu, je pense que le Mali, tout le monde est d'accord, c'est un pays qui a un héritage historique très ancien. Je parle du Mandé, avec le Kourkan Fouka, dont on a parlé depuis 1235, une société plus ou moins organisée, hiérarchisée, mais du fait qu'on n'a pas pu, je dis bien, tirer des avantages sur l'islam, c'est-à-dire le concevoir, le comprendre, l'analyser, nous sommes aujourd'hui tombés dans une sorte de guerre, pas des religions, mais une cristallisation sur le type d'islam. Donc, traditionnellement, les sociétés islamiques, il y a 4 ou 5 écoles juridiques. Il y a l'école qu'on appelle malikite, qui est dominante au Maghreb et au Sahel, l'école Hanifa, qui est dans certains pays du monde, mais qui n'est pas très connue au Sahel, l'école Achafiou et l'école Hanbaliste. Maintenant, il y a une 4e école ou une 5e école qu'on appelle Al-Bayti les chiites. Donc aujourd'hui, il y a un groupe chiite dans notre pays et qui est très intéressant parce qu'il y a un institut chiite. Un pays comme le Mali, qui est généralement administré par l'école malikite. Donc depuis Sokoto, l'héritage de Sokoto au Nigeria, en passant par la dynastie Massina du XIXe siècle, et puis tout ce qu'il y a comme pouvoir, El Hadj Omar Tall, c'est-à-dire je parle du point de vue de l'islam, il y avait eu un apaisement depuis le début du XIXe siècle jusqu'à l'arrivée des djihadistes, un islam malikite avec des composantes. C'est-à-dire, je parle des voies, il y a ce qu'on appelle la Tidjania, la voie de la Khadria, la voie même confrérique en Sardine, et puis d'autres voies. Donc il y a toujours eu cette cohabitation. Comment, je dis bien, on est arrivé à cette situation? Ça veut dire qu'on n'a jamais capitalisé l'histoire de l'islam et comprendre comment, depuis le prophète, en passant par tous les pouvoirs abbassides, ou bien fatimides, ou bien l'Empire ottoman, quelle est notre particularité? Est-ce qu'il y a un islam endogène? C'est là qu'on n'a jamais pu le comprendre, le documenter, le structurer et amener aussi les pouvoirs à le structurer. Donc, la première problématique, c'est qu'il n'y a pas eu cette compréhension de notre islam. La deuxième chose, un homme comme Koufa, qui fait trembler aujourd'hui le Mali avec son chef Iyad à travers le GIM,
il a su exploiter lui-même. Il était à Sévaré, à Mopti. Moi, j'étais là-bas, je travaille dans l'ONG Éveil. J'ai eu à le recommander. Pardon, je t'interromps. C'est extrêmement riche, donc continue. Ouais. Juste pour expliquer, Oui, parce les qu'on les familles. appelle par leur prénom, mais donc Ouais. Iyad Donc, Dagali, oui. c'est le chef de la branche Al-Qaïda. Al-Qaïda, exactement. Au Sahel, C'est ça. et Amadou Koufa, c'est son principal lieutenant dans le centre du Mali. Voilà. Exactement. Et donc juste pour terminer, et après je te laisse vraiment en parler, mais juste parce que tout le monde n'est pas aussi au fait que toi de cette dynamique-là. Il y a au Mali, comme partout ailleurs, enfin au Mali, au Sahel plus largement, comme partout ailleurs dans le monde, un conflit ouvert entre les branches armées d'Al-Qaïda et celles se réclamant de l'État islamique. Et une lutte extrêmement féroce qui empêche d'utiliser la catégorie globalisante de groupes armés terroristes, parce qu'ils ne sont pas uniformes entre eux. Ils se combattent entre eux. C'est important de le savoir. Et ça renvoie justement aussi à ces différentes lectures de l'islam. Voilà, je dirais rien de plus. Voilà. Donc, très rapidement, donc, ce que je retiens de cette conflictualité islamique, c'est que nos États, aujourd'hui nous sommes dans l'AES, on est dans une configuration souverainiste, n'ont jamais compris que la question de l'islam, à chaque fois que des États sont faibles et que des groupes ont la capacité de s'emparer du territoire, ils n'hésitent pas. Donc chez nous, ils sont partis de 3 postulats. Le premier postulat, la dissimulation. Le deuxième postulat, l'infiltration. Et le troisième postulat, le secret. Tout comme les frères musulmans, depuis Hassan el-Banna, en passant par le Soudan, avec Tourabi, en passant par l'Algérie, la tentative du fils, en passant par le Yémen, les Houthis, il y a toujours ces 3 postulats, notez-les. Et ces 3 postulats s'appuient sur 2 autres sous-postulats. Le deuxième postulat, ils engagent, ils contrôlent, ils protègent. Et le troisième, c'est ils engagent, ils surveillent et ils sanctionnent. Voilà leur idéologie. Et là, c'est depuis la pensée d'Ibn Taymiyyah, depuis le XIIIe siècle. Maintenant, quel enseignement pouvons-nous tirer et quelle piste de réflexion pour terminer mes propos? Le premier enseignement, c'est que malgré l'action de la France, je parle de l'action Serval, de l'action Barkhane ou Takuba, malgré l'action de la MINUSMA, aujourd'hui, les groupes djihadistes, que j'appelle groupes salafistes, hambalistes, wahhabites. Donc il y a 3 courants là-dedans. Un courant d'abord très fondamentaliste, un courant un peu réformiste et un courant néo-salafiste. Des jeunes formés dans les pays arabes, aujourd'hui, sont dans des mosquées à Bamako, ils sont très visibles et nous voyons comment ils structurent entre la mosquée, l'université et les centres de formation. Donc, ils contrôlent la société, ils le régulent, ils ont des terminologies, ils ont des narratifs, ils arrivent à déranger les pouvoirs. Maintenant, comment ces groupes arrivent-ils à communiquer avec les djihadistes? Aujourd'hui, on pense même que les djihadistes, c'est la violence, et les salafistes dont je viens de parler, c'est l'idéologie. Donc, ils ont noyauté les États. Et le premier enseignement aujourd'hui, c'est que l'État simple, l'État vraiment modérateur, l'État régulateur est en train de disparaître au profit d'une vision de la violence djihadiste. Deuxième enseignement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut amener, je dis bien, la société malienne à comprendre, à faire des choix stratégiques en dehors aujourd'hui de ce postulat de violence? Il est difficile, pourquoi ? En l'absence d'un débat, comme vous êtes en train de le faire tout de suite, des débats de société. Il manque des débats. Il y a toujours des crispations et des antagonismes. Les gens ne sont plus dans les débats, les gens sont dans les crispations. Le troisième enseignement aujourd'hui, est-ce qu'il est possible, dans le cadre de l'AES, je dis bien parce que les États sont sortis de la CEDEAO, est-ce que ces États ont la capacité de définir une autre valeur qui n'est pas celle de l'Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO, ou bien qui n'est pas une valeur dite occidentale. Là encore, le questionnement est qu'ils sont beaucoup plus dans des particularismes et dans des souverainismes. Ils auront des difficultés à s'adapter au discours salafiste. Et enfin, le dernier point, face aujourd'hui à cette situation, quelles sont les alternatives? Comment le pays va être géré? Nous risquerons d'avoir une configuration au nord avec des sociétés tribales. Je dis bien du nord du Mali. Elle a parlé d'Iyad Dagali et puis les autres composantes. Au centre, une configuration clanique, vous voyez la communauté Peul avec sa structuration, et au sud, une configuration sédentaire, mais qui a une autre philosophie. Et dans ce troisième enseignement, je vous dis quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? On a remarqué que le djihad tel qu'il est proclamé au nord, au-delà de sa vision, je dis bien violente, il y a une approche
de cristallisation et d'instrumentalisation du centre, Amadou Koufa, et du sud. Amadou Koufa est dans la vision d'un califat islamique basé sur la vision des Peuls. Et le troisième qui vient de sortir tout de suite, un certain Binadiara, celui qui a déclenché tout ce qui s'est passé au Mali tout de suite, là, avec les attaques meurtrières au niveau des frontières, avec les blocages des routes. À Bamako, aujourd'hui, il n'y a pas de carburant. Nous sommes dans une situation, donc nous revenons au Moyen-Âge avec des sièges. Et là, lui, sa vision, c'est l'injustice sociale. Comment remettre en cause le pouvoir? Parce que pour eux, tout le problème, c'est que l'État, je dis bien séculaire, l'État avec tout ce qu'il y a comme vision démocratique, et tout ça, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est le Coran et le Hadith. Et là, je termine par deux pensées. Il y a Condorcet qui a dit que lorsqu'une société n'est pas éclairée par des penseurs, elle est mentie par les charlatans. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est les charlatans qui dominent le Mali? Et le dernier point, par rapport à la vérité. Tout à l'heure, je crois, Husserl a dit qu'il faudrait qu'on s'appuie sur la vision Platon, Socrate, avec les conditions. Moi, je pense que ce n'est pas seulement. Il faut aller aussi sur une autre question, la question de la vérité. Est-ce qu'il y a aujourd'hui même une vérité? Il y a que des vérités, des particularités des vérités. Parce que Arthur Schopenhauer a dit qu'il y a, je dis bien la vérité, quand elle est dite au départ, elle est ridiculisée. Après, elle devient quelque chose vraiment d'anormal. Et enfin, elle devient une évidence. Donc, sur ces pensées, je vous invite à tirer les leçons. Le Mali à la croisée des chemins. Est-ce qu'il y aura une intervention, celle de l'OTAN ou celle des Nations Unies, pour sauver la situation? Parce qu'aujourd'hui, on pense que dans les mois à venir, Bamako pourrait être assiégé et asphyxié. Est-ce que, je dis bien, l'AES pourra, dans sa vision actuelle, se battre pour reprendre la situation? Je ne crois pas. Ou bien, je dis bien, les Maliens vont s'élever et prendre chacun ses armes. Ce qui va nous amener sur le terrain de la guerre civile, ce que je ne souhaite pas. Donc, je voudrais vous remercier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boubacar. Alors, c'était extrêmement riche. Bon, par exemple, quand on parle d'AES, c'est l'alliance des États du Sahel qui s'est créée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui ont quitté l'organisation sous-régionale qui s'appelle la CEDEAO, dont l'intervention était finalement tout aussi, voire plus contestée que celle de la France, que celle des Nations Unies. Ça aussi, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une contestation non seulement d'un ordre international, mais d'un ordre national, tu en as parlé, du modèle démocratique, mais aussi d'un ordre régional. Et donc, c'est ça aussi qui est en jeu. Je vais demander à Igor de faire peut-être la transition avec cet exposé sous un angle différent, parce qu'on a tellement parlé du rôle de la Russie en Afrique, de cette arrivée qui aurait été notamment à l'origine de la façon dont la France a été contrainte de quitter l'ensemble des pays du Sahel. Je pense que les conditions étaient quand même beaucoup plus complexes, et que la Russie, qui n'était que de retour, en tout cas dans la région sahélienne, et non pas une nouvelle venue, comme elle peut l'être en République centrafricaine, par exemple, a joué à la fois de réseau qu'elle avait tissé à l'époque de l'URSS. En réalité, il faut savoir qu'au Mali, dont est issu Boubacar, il y a énormément, depuis toujours, de russophones, aussi bien dans les élites civiles que militaires. Ce n'est absolument pas quelque chose qui a été créé par Vladimir Poutine récemment. Et par ailleurs, elle a réussi de manière très habile à jouer sur le sentiment dont je parlais tout à l'heure, qui n'a cessé de croître, ultra-patriote, ultra-nationaliste, ultra-souverainiste et ultra-conservateur. Et elle y a en partie réussi, non pas militairement, c'est un échec total. D'ailleurs, le groupe Wagner, dont on a tant parlé, qui n'existe plus en tant que tel au Mali, qui s'est reconstitué notamment à travers l'Africa Corps, mais ce n'est pas le sujet, donc on ne va pas en parler aujourd'hui, n'a pas eu de succès militaire. Au contraire, il a même subi une défaite absolument historique contre les rebelles Touaregs, et non pas du tout contre les groupes djihadistes, qui n'a pas réussi à contenir, qui n'avait d'ailleurs pas forcément pour mission de contenir, selon le mandat qui lui avait été confié par les autorités maliennes, mais extrêmement efficace du côté de la lutte
informationnelle et dans l'infiltration de certains réseaux. Donc je vais laisser Igor nous en parler un peu plus et peut-être contredire ce que je viens d'évoquer d'ailleurs. Voilà. Merci Niagalé. Bonjour à tous. Je remercie la FMES de sa proposition au pied levé de jumper dans ce panel. J'en suis ravi. Et donc, pour parler effectivement de ce vecteur religieux déployé par la Russie en Afrique, qui est souvent mésestimé, tout simplement parce que c'est un angle mort. C'est vrai que quand on songe au retour, ce qu'on appelle le retour de la Russie en Afrique que tu as décrit, on songe spontanément à Wagner, au corps africain, à la désinformation, aux réseaux sociaux, aux blogueurs africains stipendiés, etc., etc. Mais on ne pense pas spontanément à l'Église orthodoxe russe, ni même au vecteur religieux, qui d'ailleurs n'est pas restreint au vecteur orthodoxe, comme je vais vous le présenter. Effectivement, l'Église orthodoxe russe fait partie de la variété d'acteurs, comment dirais-je, russes, qui sont à l'œuvre en Afrique pour accompagner ce réinvestissement du continent africain par la Russie, tous azimuts. Je vais vous parler donc spécifiquement de cet aspect religieux. Alors, d'abord, comment tout ceci s'est construit ? Il y a eu un tournant en 2019. Avant 2019, schématiquement, l'Église orthodoxe russe disposait de 4 paroisses en Afrique qui étaient organiquement rattachées au patriarcat d'Alexandrie. C'est-à-dire qu'elle n'était pas autonome, si vous voulez. Tout ceci dépendait du patriarche d'Alexandrie, avec 4 paroisses, ce qui est bien peu. Je rappelle que l'orthodoxie en Afrique, ça représente environ 15% des orthodoxes du monde, ou de ceux qui se décrivent comme orthodoxes dans le monde. Donc 15%, c'est peu, mais c'est pas rien non plus, avec un cœur en termes de population, de fidèles, qui est historiquement l'Érythrée et l'Éthiopie, puisque dans ces pays-là, entre 40 et 45% de la population se dit orthodoxe. Or, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, cette insertion de l'Église orthodoxe va bien au-delà de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Alors, comment ça s'est structuré ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Il y a eu cette histoire, si vous vous en souvenez, qui n'a rien à voir avec l'Afrique, de autocéphalie de l'Église ukrainienne. C'était avant le Covid, avant la guerre, et qui a conduit à une chose, qui a conduit à la reconnaissance par Théodore II d'Alexandrie, donc le patriarche, de l'autocéphalie de l'Église orthodoxe ukrainienne, ce qui a conduit évidemment à une dispute, on va parler d'un schisme si on veut, avec l'Église orthodoxe russe, qui a décidé en fait de s'émanciper de la tutelle du patriarcat d'Alexandrie et de créer l'exarcat africain de l'Église orthodoxe russe, c'est-à-dire une structure religieuse qui a été instituée formellement par le Saint-Synode en décembre 2021, donc à Moscou, pour, comment dirais-je, entreprendre son autonomie religieuse sur le continent africain. Et depuis, il faut quand même bien dire qu'ils ont quand même marqué des points. Ils ont marqué des points, alors on ne peut pas faire l'économie de quelques chiffres. Alors ce patriarcat est structuré autour de 2 diocèses. Le diocèse d'Afrique du Nord, qui a son siège à Alexandrie, et le diocèse d'Afrique du Sud, qui a son siège à Johannesburg. Donc 2, si vous voulez, 2 capitales, entre guillemets, pour cet exarcat africain de l'Église orthodoxe russe. Alors, les chiffres sont assez intéressants parce qu'aujourd'hui, l'Église orthodoxe russe dispose de paroisses dans 36 des 55 pays africains. Alors parfois, c'est simplement une paroisse, et évidemment, parfois, ce sont des dizaines de paroisses. En termes de personnel, ça représente... Alors là, je vous donne les chiffres officiels de l'Église orthodoxe russe, puisqu'ils font des comptes rendus réguliers. Il y en a eu un pas plus tard que cet été, donc les chiffres sont assez, comment dirais-je, assez frais. Ça représente 271 personnels religieux, de clergé qui est à la fois sédentaire, donc rattaché à une paroisse, mais parfois itinérant, parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour aller encadrer les fidèles, et donc on a un prêtre qui se déplace. En termes de paroisses, les principaux points d'implantation, les principaux pays, si vous voulez, et là aussi c'est assez surprenant, c'est pas l'Érythrée, c'est pas l'Éthiopie, c'est le Kenya. Il y a d'abord le Kenya, où l'Église orthodoxe russe est la plus représentée en termes de paroisses, avec plus d'une centaine de paroisses. En 2, vous avez Madagascar, en 3, l'Ouganda, et en 4, la Tanzanie. Bon, je ne vais pas plus loin, mais donc c'est pas du tout, ça ne correspond pas spontanément à l'ère, je dirais, spirituelle à laquelle on penserait, avec ce que je vous disais sur Égypte, Érythrée, Soudan. Il y a également, alors ces prêtres sont en grande... Alors vous allez me dire d'où ils viennent. Bonne question. En immense majorité, sur ces 271 prêtres, vous en avez environ 260 qui sont africains.
C'est pas des Russes qu'on envoie de Russie pour aller encadrer les fidèles. Il y en a certains, d'ailleurs certains qui viennent pour les grandes fêtes religieuses, Pâques, etc. Là, vous voyez des prêtres russes partir de Russie pour aller en Afrique pour les offices. Mais ce sont un clergé africain très majoritairement transféré du patriarcat d'Alexandrie pour aller prendre pied dans les autres paroisses et qui est formé en Russie dans l'académie spirituelle, dans les séminaires, à Moscou, mais pas seulement, y compris avec des liturgies qui parfois sont réalisées en français. Il y en a une d'ailleurs la semaine dernière encore dans une de ces académies spirituelles. Alors les activités sont assez classiques, encadrer les offices, les baptêmes, etc. La construction d'églises, on voit des constructions de nouveaux édifices comme à l'île Maurice par exemple, on en voit aussi en Ouganda, on en voit au Nigeria, donc des premières pierres qu'on pose, qui sont bénies par l'exarque patriarcal, alors qu'il y a un personnage assez intéressant qui est extrêmement actif, qui s'appelle Constantin de Zaraïsk, et qui est donc l'exarque patriarcal de cette église orthodoxe russe en Afrique, et qui n'arrête pas de se déplacer partout en Afrique, dans énormément de pays. Il a fait 2 tournées au Kenya cette année, rien que pour cette année, 2025, 2 tournées au Kenya. 2 tournées, ça veut dire que chaque fois, il reste plus d'une quinzaine de jours dans le pays. Puis il se promène dans les différentes paroisses, il va voir les fidèles. Il a fait une tournée tout aussi longue à Madagascar et au Nigeria cette année. Et des tournées plus, je dirais, ponctuelles dans d'autres pays. Ils ont des activités éducatives. Il y a une école de l'Église orthodoxe russe à Nairobi, donc pour une petite école, pour les jeunes enfants. Et un des objectifs qui est revendiqué par cette église, c'est évidemment de continuer son expansion en termes de pays et de personnel religieux, mais c'est aussi d'ouvrir des monastères et donc d'implanter un clergé régulier dans les années qui viennent. Ça, c'est le vecteur pour l'orthodoxie. Maintenant, il y a un autre vecteur encore plus sous-estimé, qui est celui de l'islam. Puisque, comme vous le savez, certainement, la Russie est aussi une terre musulmane, avec 20 à 25 millions de ressortissants russes, enfin de citoyens russes qui confessent un islam sunnite, à 99%. Ce qui fait que la Russie se présente aussi volontiers au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Afrique, comme une puissance islamique. Elle a un siège à l'Organisation de la coopération islamique depuis une vingtaine d'années, où elle est observateur. Et elle se sert de ce vecteur jusqu'à présent essentiellement dans ses interactions avec l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça veut dire, ce vecteur, et s'en servir? Ça veut dire que vous avez des envoyés qui sont souvent des chefs de région de sujets musulmans russes, donc la Tchétchénie, le Tatarstan notamment, qui sont dépêchés par le Kremlin, qui est dans les cadres fixés par évidemment le Kremlin, pour accomplir des missions, je dirais, de bons offices, ou missi dominici, ou d'apporter des messages aux chefs d'État et de gouvernement du Moyen-Orient. On l'a beaucoup vu par exemple dans le Golfe avec l'Arabie Saoudite. On l'a vu aussi au Levant à l'occasion. Et donc c'est un vecteur supplémentaire que la Russie mobilise pour, je dirais, promouvoir ses objectifs et ses intérêts. Alors en Afrique, pour l'instant, jusqu'à un temps très récent, je dirais, on n'avait pas vraiment vu la mobilisation de ce vecteur. Et je l'ai observé pour la première fois en mars dernier, lorsqu'une délégation de musulmans de la Volga, donc principalement des Tatars, se sont rendus en mission au Niger, pour rencontrer les musulmans du Niger. Ils ont rencontré une association qui s'appelle l'Association islamique du Niger, ou je vais retrouver le nom, l'Association islamique du Niger, oui. Pour un dialogue interreligieux et discuter ce dont ils pouvaient discuter en réalité. C'est la première fois que j'ai vu en fait ce vecteur mobilisé. On imagine mal dans le système russe tel qu'il est fait aujourd'hui que cette initiative soit isolée, n'ait pas été prise en accord avec les autorités compétentes. Et ce qui permet en fait à la Russie de rajouter une corde à son arc dans cet objectif de réinvestissement du continent africain. Autre événement, j'allais dire toujours dans cette facette religieuse islamique déployée par la Russie, plus isolée mais qui est aussi assez évocatrice, ce sont ce que j'appelle les gestes de piété. Vous avez, alors là je reviens un instant sur le corps africain que tu évoquais, la personne qui est en charge de ce corps africain dans les structures russes, c'est monsieur Younusbek Yevkourov, qui est vice-ministre de la Défense, qui s'est rendu à de multiples reprises en Afrique pour des tournées auprès des partenaires sécuritaires africains, Mali, Burkina Faso, mais aussi Libye, Nigeria, il a fait Guinée équatoriale, beaucoup de pays. Eh bien, au mois de mars, M. Younusbek Yevkourov se trouvait en Libye lors d'une énième tournée et il est allé prier à la mosquée de Benghazi. Il s'est fait filmer en train de prier. Je crois qu'on était en plein ramadan ou en rupture du jeûne d'ailleurs. Ça aussi, ce sont des messages, des choses, comment dirais-je, qui permettent de
peut-être séduire un certain public. En tout cas, c'est des choses qui ne laissent pas insensibles. Alors, quels sont les enseignements, et je conclue mon propos à retenir de ce que je vous ai présenté? Premier point, il y a un objectif pour les Russes très clair de créer des liens avec la société civile africaine, ou les sociétés civiles africaines. C'est-à-dire que les Russes sont parfaitement conscients qu'ils ne peuvent pas s'en tenir aux classiques liens qu'ils nouent avec les structures de sécurité, les structures de défense et les élites africaines, parce qu'en réalité, ça peut être potentiellement une vulnérabilité lorsqu'il y a des retournements, des putschs, des renversements, on perd tous ces contacts, et ensuite il faut tout recommencer. Par conséquent, il y a une obligation aussi de tisser des liens avec les sociétés civiles en Afrique, et ça passe aussi par, évidemment, l'aspect religieux. Deuxième enseignement que je vois, c'est que ce vecteur religieux, en fait, découle tout simplement du fait que la Russie se présente aussi comme un acteur religieux assumé. On l'avait déjà vu au Moyen-Orient, au Levant, hein, très clairement, en Syrie par exemple. On le voit aussi en Afrique, et ça, c'est un élément qui la distingue de d'autres compétiteurs géopolitiques, comme on dit dans le langage consacré, qui ne peuvent pas, évidemment, mobiliser ce vecteur religieux. La France, évidemment, est dans l'incapacité, c'est pas son objectif, de déployer une diplomatie religieuse. En revanche, on peut voir quelque chose de similaire avec la Turquie. Les Turcs sont très offensifs, voire parfois très agressifs sur le volet religieux, et noyotent aussi plusieurs pays à travers des associations au Sahel et ailleurs. J'ajoute que ce vecteur religieux est complètement nouveau. Vous imaginez bien que pour l'URSS, il était hors de question de déployer un vecteur religieux, ce n'était pas le sujet. Donc c'est un nouvel outil, si vous voulez, que les Russes ont appris à instrumentaliser et à manier. Et dernier point, l'Église orthodoxe russe, c'est aussi évidemment un autre vecteur pour ce qu'on appelle les valeurs dites conservatrices et traditionnelles, qui résonnent très fortement dans les sociétés africaines et qui évidemment rentrent en contradiction totale avec les valeurs projetées par les Occidentaux vers ces mêmes pays qui manifestement ne sont pas très bien reçus par plusieurs opinions publiques africaines. Merci. Merci infiniment, Igor, pour cet exposé excellent, comme celui de Boubacar d'ailleurs. Donc je passe à un autre exposé qui, vous le verrez, sera tout aussi excellent. Les panélistes sont très bien choisis au RSMed. Celui de Rodrigue Koné. Allô. Ben, je ne sais pas si ce serait aussi excellent que celui d'Igor, mais vraiment, je viens d'apprendre beaucoup de cette perspective, je dirais, russe ou de l'Église orthodoxe dans la manière dont elle fait écho dans les sociétés africaines et qui me donne cette transition sur ces mouvements évangéliques qui, eux aussi, sont dans cette posture constante, je pourrais dire, de participation ou d'un rôle politique accru dans la fabrique de l'État postcolonial en Afrique. Je ne généraliserai pas toute l'Afrique. Je parlais des cas que je connais les moins mal, notamment en Afrique de l'Ouest, un peu. Voilà. Peut-être qu'il faut revenir à la fin des années, à la fin du 19e siècle, dans je dirais, les conquêtes coloniales, pour voir déjà les prémices, je dirais, de l'action des mouvements évangéliques venus des États-Unis, pour illustrer un peu ce rôle, je dirais, fort que jouent les églises évangéliques. Quand je dis évangélique, c'est plusieurs acteurs regroupés un peu sur ce concept, avec des spiritualités ou des pratiques ou des visions plurielles, mais qui ont pour logique plus ou moins de se distinguer de, je pourrais dire, de la religion catholique qui était pratiquement des acteurs, je pourrais dire, dans l'action coloniale en tant que telle. Donc, il faut remonter à cette époque pour parler, par exemple, d'une initiative très intéressante, spécifique, mais très intéressante, je dirais, d'un courant qu'on appelait le harisme, qui est une sorte, je pourrais dire, d'église syncrétique qui tentait de se baser un peu sur le discours, sur la christologie, mais l'exprimer dans des formes et des pratiques de culture africaine, et qui a été mise en avant par justement ce prédicateur évangélique qu'on appelait Ariste,
venant du Libéria. Je crois que c'était dans les années 1893. Et ce leader, je dirais, religieux, n'était rien d'autre qu'un acteur politique un peu subversif, je veux dire, au Libéria. Le Libéria ayant reçu, si vous vous rappelez, je dirais, les descendants d'esclaves qui ont reconquis sur la terre africaine et ont voulu construire un État au Libéria, mais qui était majoritairement évangélique pentecôtiste. Et Ariste, lui, était des communautés locales et a donc été formé avec ces églises pentecôtistes et a très vite compris qu'il y avait un processus de colonisation qui était en cours et qui était, je dirais, mené par ces descendants d'esclaves noirs qui sont revenus et qui voulaient contraindre paradoxalement les populations locales à leur culture et doctrine. Donc il s'est rebellé pratiquement contre, je dirais, les élites locales libériennes du moment, qui étaient donc pentecôtistes. Et il a tenté un coup d'État avec certains de leurs amis pour faire reprendre le pouvoir par les autochtones, mais ça n'a pas marché, donc il a été foutu en prison. Et après, en prison, je crois, la deuxième fois, il a eu cette révélation de mettre en place une nouvelle religion. Sauf que cette religion, elle reprend trait pour trait un peu toutes les pratiques et la doctrine pentecôtiste évangélique. Et de là, quand il sort de prison, il traverse la frontière, il va en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il commence par faire de l'action évangélique auprès des communautés locales. Sauf que dans son discours évangélique, dans son discours, dans cette vision pentecôtiste, il infuse toute la logique de la lutte anticoloniale et comment est-ce que les acteurs locaux pouvaient s'opposer au pouvoir colonial central, notamment en accédant à l'école, en renversant pratiquement l'offre, je dirais, de civilisationnelle que proposait le colon, en passant par ses codes, mais en construisant des hommes politiques, je dirais, debout face à la colonie. Ce travail s'est fait en moins de 18 mois sur l'ensemble de la côte en Côte d'Ivoire, mais paradoxalement, elle a créé tout un éveil, je dirais, nationaliste déjà en son temps, et mobilisé des acteurs qui allaient donc s'opposer à la colonie lorsque nous entrons dans la guerre de 1914, quand il lui fallut mobiliser l'effort de guerre. Au niveau local, on a très vite compris que la doctrine d'Ariste avait inversé et créé une résistance face à la. Ça, c'est une séquence bien particulière dans le processus de décolonisation dont je fais référence pour revenir sur le fait que les évangéliques ont toujours joué, et plus largement les religions ont toujours joué un rôle très important dans les moments de rupture dans les sociétés africaines. Je rentre maintenant dans la post-colonie. On va dire que des moments de rupture importants tels que les processus de démocratisation dans les années 90, les églises évangéliques ont joué un rôle très important dans la manière dont, avec leur discours sur la théologie de la prospérité, ils ont réussi à mobiliser des populations paupérisées, je dirais, par le système officiel, et le mettre, je pourrais dire, sur un plateau d'or pour les opposants politiques. Ils les ont à l'appel mobilisés. Donc les évangéliques ont joué également des rôles, je dirais, très mobilisateurs, y compris dans le narratif je pourrais dire de discrédit des élites locales, dans la mesure où tous les discours sur la corruption, sur la question du renouvellement étaient un discours largement porté par les leaders évangéliques dans plusieurs églises. Donc cela a été un levier important. Peut-être qu'il est intéressant de revenir aussi sur cette question du religieux dans le contexte actuel. J'essaierai de terminer par là, parce que pour moi, c'est ce qui est en train de se dérouler en Afrique. On a entendu de très belles analyses ce matin sur, je pourrais dire, l'ordre mondial qui change, la désoccidentalisation du monde. Et dans ce processus-là, les religieux jouent un rôle important. Je ne me limiterai pas que sur les évangéliques. Mais ce qu'on voit, par exemple, au Sahel, notamment avec
je prendrai le cas spécifique du Burkina Faso, où le leader, le capitaine Traoré, a su construire sa légitimité populaire sur une légitimité, je dirais, à la marge des pouvoirs traditionnels, dans lesquels les élites, je dirais, traditionnelles du pouvoir étaient foncièrement catholiques et du royaume Mossi. Et il a réussi plus ou moins à asseoir un peu sur sa légitimité sur des systèmes religieux qui étaient à la marge, notamment des musulmans wahhabites en particulier, mais également des courants évangéliques qui étaient, quoique chrétiens, mais étaient mis à la marge par les catholiques en particulier. Donc il a réussi à manipuler ces identités et à en faire un instrument de mobilisation, de légitimation de son pouvoir politique. Et on le voit au-delà des groupes religieux, du moins des groupes catholiques. Il y a aussi tout un discours du retour au magico-religieux, mais un retour, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler des religions dites africaines. Des religions africaines. Et c'est très intéressant de voir comment le général maintenant, désormais Assimi Goïta, reconstruit un peu cette légitimité politique sur ces religions traditionnelles. Il a même créé une école des sorciers, une université de sorciers qui a des bâtiments flambant neufs dans le quartier le plus important de Bamako, pour montrer comment la religion peut être cet instrument de combat contre ce qu'on appelle l'impérialisme occidental et contre, je dirais, la nécessité de construire un souverainisme qui se rattache à des courants religieux plus traditionnels en marge des religions importées que sont l'islam et je dirais, les religions catholiques. Donc, pour conclure, pour moi, le religieux est un fait central dans la manière dont les sociétés africaines se renouvellent et font face à des ruptures mondiales. Et on ne peut pas comprendre, je dirais, l'activisme politique, ou je dirais cette vision de rénovation ou de ces stratégies d'adaptation dans le monde qui change, sans comprendre le rôle et la présence des religieux dans cette perspective-là. Donc pour moi, les sociétés africaines sont essentiellement construites autour du politique, du religieux, et parfois de l'économique. Vous irez dans toutes les cultures, vous verrez que le religieux joue un rôle, celui qui représente cette figure du religieux est toujours proche du politique, et je pense que c'est pas une exception en tant que telle, c'est un phénomène universel anthropologique qu'il faut regarder autant en Afrique qu'ailleurs de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, Rodrigue. Je vais passer sans transition la parole à François Mabi et je vous poserai ensuite quelques questions et ensuite je donnerai bien entendu la parole à la salle. Merci beaucoup. Ce que Niagalé m'avait demandé initialement, c'était de donner quelques points de compréhension de la manière dont le religieux fonctionne de manière globale et quand même plus spécifiquement en Afrique. Et éventuellement, si j'ai le temps, de dire 2 ou 3 mots sur le catholicisme en Afrique. Voilà. Avant de venir sur le continent africain, je voudrais peut-être rappeler 2 ou 3 aspects du fonctionnement du religieux, et notamment parce qu'on est en France, et qu'en France, on a une spécificité qui est, à mes yeux, précisément de ne pas comprendre le religieux ou de l'interpréter à travers une culture politique et historique très spécifique. Et qui fait que, très souvent, effectivement, les pouvoirs publics, la diplomatie française ne parvient pas à comprendre comme il le faudrait ce qui se passe sur la scène internationale dans ce domaine. On a une approche française qui consiste, dans notre mémoire, qui consiste à dire que le religieux, c'est ce qui divise, c'est ce qui est conflictuel, et que le religieux, c'est ce qui relève du privé.
Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, ça fonctionne difficilement en France, mais dès que vous sortez des frontières françaises, ça ne fonctionne plus du tout comme ça, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. Le premier point que je voudrais rappeler, c'est que quand on travaille sur le religieux, il y a une notion qu'on emprunte d'ailleurs à l'historiographie italienne, qui est de dire que il y a ce qu'on appelle l'intégralisme religieux. L'intégralisme, ce n'est pas l'intégrisme. L'intégralisme, ça veut dire que le religieux, les religions visent l'intégralité de la vie, que leurs normes, leurs valeurs concernent l'ensemble des domaines de la vie, que ce soit de la vie privée, politique, de la vie privée, de l'intimité, jusqu'aux relations sociales, voire aux relations internationales. Et ça fonctionne notamment pour le christianisme, protestantisme et catholicisme. Ça fonctionne également pour l'islam. Je serais un petit peu plus réservé pour le judaïsme, ou en tout cas certains courants du judaïsme et pour l'orthodoxie, mais pour les autres, ça fonctionne comme ça. Dès lors que vous dites qu'il y a intégralisme, ça veut dire qu'il peut y avoir une vision de la vie en société, une vision sur les relations entre les États. Et donc les acteurs religieux ont cette perspective-là. Ça veut dire qu'eux-mêmes se projettent à partir des normes qui sont les leurs et qui sont des normes qui sont perçues généralement comme supérieures aux normes politiques. Je vais utiliser une expression qui peut fonctionner, je vous donnerai un exemple dans différents contextes. La carte n'est pas le territoire, ou le territoire n'est pas la carte, ça fonctionne entre le religieux et le politique parfaitement. Lorsque l'ayatollah Khomeini, en 1989, lance une fatwa contre Salman Rushdie, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « le religieux est supérieur au politique et ma carte religieuse n'est pas votre territoire politique ». Autrement dit, j'ai beau être en Iran, je peux lancer une fatwa contre un citoyen qui est à l'extérieur de l'Iran et dans un autre pays. Voilà. Je pourrais vous donner deux autres exemples qui sont différents, mais la logique est la même. Lorsque le pape Benoît XVI reçoit des députés européens du Parti populaire européen en 2007 et qui leur dit « il y a des principes non négociables et vous devez voter en fonction de votre conscience catholique et non pas de vos consciences de citoyens appartenant à des partis politiques », il leur dit « le religieux est supérieur au politique. Il y a des principes non négociables ». Une autre façon de dire les choses, ou un autre exemple, c'est de vous parler du pape François. Le pape François vient pour les Français en France, et lui ne vous dit pas qu'il vit en France. Il vous dit « ma carte religieuse n'est pas votre carte politique. Ma carte religieuse à moi, c'est que je me déplace en Méditerranée, et que lorsque je me déplace en Méditerranée, je prends un lieu qui me semble symbolique de ma perspective de relations internationales, de ma géopolitique, je vais prendre Marseille. Marseille comme symbole de tout ce qui nous était dit ce matin sur Toulon. Ça pourrait fonctionner à peu près de la même manière. De la même façon, lorsque le pape se déplace à Strasbourg, il ne dit toujours pas qu'il vit en France. Il dit « je me déplace en Europe et je prends un point symbolique de la construction européenne et de l'identité européenne. Je prends Strasbourg et là encore, ma carte religieuse n'est pas le territoire du politique. » Alors vous pourriez inverser et dire le territoire du religieux n'est pas la carte du politique. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est vrai pour l'ensemble du monde et c'est vrai particulièrement pour l'Afrique. Voilà. Donc ça c'est le premier point, comprendre que le religieux vise, qu'il y a un intégralisme du religieux et que dans cet intégralisme également, deuxième point qui fera référence à ce qui a été dit, la question sociale est importante. Les acteurs religieux sont très souvent des acteurs sociaux et ils le sont d'autant plus que les États-providence sont en crise. Voilà. Il y a 20 ans, avec une équipe à Uppsala, on avait conduit une enquête internationale qui montrait très bien que le religieux progressait d'autant plus que l'État-providence, dans un certain nombre de pays, était en crise. Et vous ne pouvez pas comprendre, effectivement, la force des évangéliques dans un certain nombre de pays africains ou la force des musulmans, de l'Égypte d'autrefois jusqu'à aujourd'hui, si vous n'avez pas en tête que sur des États défaillants, effectivement, il y a des acteurs qui sont des acteurs de recours, qui vont être des acteurs sociaux et qui, contre l'État, avec l'État ou à côté des États considérés, vont jouer ce rôle d'acteurs sociaux. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Troisième aspect, je disais, les acteurs religieux sont souvent vus chez nous comme des acteurs conflictuels. Je préfère avoir en tête le titre d'un ami américain, Scott Appleby, qui a écrit un petit livre très intéressant qui s'appelle « L'ambivalence du sacré ». L'ambivalence du sacré, ça signifie qu'effectivement, le sacré, c'est conflictuel, mais pas que. C'est également du lien social,
C'est également, ce que je disais, des acteurs des églises-providence en quelque sorte. Ce sont également des acteurs qui donnent du sens. Et à une époque où les idéologies politiques, depuis la fin de la guerre froide, se sont effacées, bien évidemment, il y a là une capacité d'action et d'accueil, de réception des discours religieux qui est particulièrement forte. Juste un exemple complémentaire. Le livre que Oxford a consacré aux religieux s'appelle The Oxford Handbook on Religion. On est sur notre sujet. Conflict, on est bien d'accord. Mais le troisième terme, c'est and peace building. Voilà. Religion, conflict and peace building. C'est-à-dire que le religieux couvre l'ensemble du spectre, on va dire sécuritaire, si on veut travailler comme cela. Voilà. Alors, cela étant dit, si on veut revenir à l'Afrique, j'aurais 3 points, mais alors vraiment très schématiquement et très rapidement, à développer. Premièrement, sur la base de ce que je viens de dire, vous rappelez que le religieux fonctionne dans des temporalités différentes et que on a eu, depuis les années, on va dire fin des années 70, au moins 2 temporalités. Je pense qu'on est entré dans une 3e temporalité. Première temporalité sur la base, et ça fait référence à ce qui était dit ce matin en conférence inaugurale, le moment où les États étaient encore forts. N'oubliez pas que la fin des années 70, c'est la nouvelle visibilité du religieux sur la scène internationale. C'est l'Afghanistan et la manière dont une résistance afghane, musulmane se met en place avec l'aide américaine contre l'Union soviétique. C'est bien évidemment la révolution iranienne, qui est une révolution à la fois sur fond d'acteurs religieux, mais d'anti-occidentalisme. Voilà. C'est également la prise de la Mecque, toujours même année, et c'est l'arrivée de Jean-Paul II au pouvoir, et donc, de nouveau, l'idée que le politique et le religieux peuvent s'opposer, ou que le religieux peut être une force qui s'oppose. Qui s'opposera où? Qui s'opposera notamment en Pologne, au régime en place. C'est une première temporalité. La deuxième, c'est la fin de la guerre froide et ce qui s'est ouvert depuis ce qu'on a appelé pour le moment la mondialisation heureuse, en tout cas mondialisation. Et la mondialisation, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a eu une mondialisation du religieux. La mondialisation du religieux pour l'Afrique, elle est exactement identique à ce que l'on constate partout. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a une dérégulation des autorités religieuses, qu'on appelle aussi la privatisation du croire, autant de croyants que d'autorités religieuses. J'exagère un peu, mais c'est un petit peu ça. Je vous donne juste un exemple. Trump, qui se dit chrétien non confessionnel, non dénominationnel, plus exactement. Non dénominationnel, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une telle diversité des églises protestantes, et ça se joue tout aussi bien en Afrique, que finalement on se dit protestant, mais on ne relève plus d'une église particulière. On fait un petit peu son tri, son choix, on sélectionne, on fait sa propre synthèse. Ça, c'est un premier élément qui se joue partout. Le deuxième aspect, il est lié, je dirais, aux diverses territorialisations. Les diverses territorialisations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Afrique comme ailleurs, vous avez le religieux et l'urbanisation qui jouent ensemble avec des nouvelles formes religieuses qui émergent précisément parce qu'elles émergent dans les villes. Et lié à cela, vous avez le phénomène des diasporas. Et donc une circulation du religieux d'une ville à une autre, d'un continent à un autre. Ce sont des aspects qui jouent. Et lié à cela, c'est tout à fait ce que vous évoquiez, Igor, vous avez également une internationalisation, voire une transnationalisation du religieux. Ça joue pour l'ensemble des acteurs religieux. C'est vrai pour l'islam, c'est vrai pour le protestantisme et c'est vrai pour le catholicisme, mais d'une manière peut-être un petit peu différente. Voilà. Sur cette base-là, j'ajouterai un 4e point qui a été évoqué par Rodrigue il y a un instant. En Afrique, comme sur les autres continents, vous avez depuis maintenant des décennies, mais on le voit davantage aujourd'hui, un retour en force des religions traditionnelles. Et ces religions traditionnelles, elles peuvent contrecarrer ou être combattues par les grandes religions monothéistes, mais elles sont importantes. Ça va du chamanisme en Amérique latine et, pour faire frémir certains Français, jusqu'au druidisme en Bretagne, qui connaît une reviviscence accrue, mais je pourrais vous donner d'autres exemples peut-être moins folkloriques qui sont tout aussi intéressants. Ça joue également en Afrique et vous avez de plus en plus de revendications des religions africaines traditionnelles pour être prises en compte par les États, par les gouvernements.
Alors, vous ayant dit cela, je vais maintenant aller au cœur du sujet. Il me semble que pour comprendre les mutations religieuses ou les enjeux géopolitiques religieux en Afrique, il y a trois aspects à prendre en compte. Le premier aspect, sur la base de ce que je vous ai dit, c'est une réarticulation entre le politique et le religieux, qui se joue, je dirais, de la même façon qu'il se joue à l'international. On a évoqué Trump. Trump et la droite chrétienne. On a évoqué Poutine. Poutine et le patriarcat de Moscou. Vous pourriez prendre Modi et l'hindouisme. Vous pouvez prendre Erdogan et l'islam. Vous pouvez prendre autrefois Bolsonaro et de nouveau les évangéliques. Vous pouvez prendre la Hongrie, vous pouvez prendre l'Italie, vous pouvez prendre la Pologne. Ça fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que vous avez effectivement une patrimonialisation du religieux ou un usage du religieux à des fins politiques ou un accord tacite, voire totalement explicite, entre des acteurs religieux et des acteurs politique. Alors ça se joue en Afrique, quelques exemples très différents. Vous le trouverez ça en Ouganda, bien évidemment, de nouveau avec les évangéliques. Vous le trouverez, on l'a évoqué, en Éthiopie, avec, là encore, la question du territoire qui se pose, puisqu'il y a un conflit interne. Ça se joue, bien évidemment, au Nigeria. Alors au Nigeria, vous voyez, de multiples manières, c'est-à-dire entre le gouvernement nigérian et certains acteurs religieux, et entre le nord et le sud. C'est là qu'il faut être très subtil. On brosse à grands traits les évolutions, mais dès lors qu'on veut entrer dans les détails, il faut être vraiment très, très précis. Et le nord et le sud, c'est rarement la même chose. C'est pas la même chose en Éthiopie, c'est pas la même chose au Nigeria, puis on pourrait multiplier les exemples. L'articulation se joue également au Sénégal, bien évidemment, et puis on pourrait donner d'autres exemples. Dans tous ces cas-là, vous avez cette réarticulation entre les acteurs religieux et les acteurs politiques qui semblent y trouver leurs intérêts. Ça peut être des intérêts symboliques, montrer qu'une religion finalement fournit une sorte de mémoire de continuité dans l'appartenance nationale. Ça sera le cas de l'Éthiopie. Ça sera une reconnaissance qu'une religion, finalement, permet le vouloir vivre en commun et une certaine homogénéité sociale. Reconnaître les intérêts, je le dis parce que c'est souvent oublié, c'est également reconnaître des intérêts parfois purement et simplement financiers. Dans tous les exemples que je vous donne, et je pourrais y ajouter l'Église catholique, il serait très facile de montrer que les acteurs religieux qui ont des accords avec des acteurs politiques y trouvent un intérêt financier, notamment en termes d'exemption fiscale. Voilà. Lorsque le Saint-Siège signe en 2016 de mémoire un accord avec la République démocratique du Congo, quand vous lisez l'accord cadre, vous verrez que la question des exemptions, elle est intéressante et elle est importante. De la même façon que lorsqu'en 1993, le Saint-Siège signe un accord avec Israël, vous avez cette question-là. Et si vous allez du côté du Sénégal et que vous regardez comment certaines confréries jouent un rôle, vous verrez que là encore, il y a la question fiscale qui joue. Voilà. Donc ça, je dirais que c'est le premier axe de compréhension, comprendre comment le politique et le religieux, en Afrique comme pour les autres pays considérés, se réarticulent à des fins d'intérêt bien compris. Le deuxième aspect est de comprendre comment le religieux intervient comme facteur d'influence. Le cas orthodoxe que vous avez cité étant important. Et je crois que si on veut aller plus loin, il y a deux aspects à comprendre. C'est comment, en fait, certains acteurs étatiques africains utilisent le religieux comme facteur d'influence en Afrique, mais c'est moins souvent rappelé à l'extérieur de l'Afrique. Quelques exemples. En Afrique, vous ne pouvez pas comprendre les mutations qui se jouent sans avoir en tête le rôle du Maroc, bien évidemment, et celui de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams. Vous avez tout à l'heure abordé à juste titre la question de la formation des orthodoxes, avec une centaine d'orthodoxes qui sont actuellement africains formés à Moscou. Ça se joue également de la même manière à l'intérieur de l'Afrique. On pourrait parler bien évidemment de l'influence de l'Égypte, et là encore à travers notamment Al-Azhar, l'université d'Al-Azhar, et on pourrait parler du Nigeria et du Ghana à travers les réseaux pentecôtistes. Vous avez là des facteurs d'influence en Afrique sur base du religieux et à partir d'États africains.
Et les États africains ont également une influence à l'extérieur de l'Afrique, de nouveau à partir de ce soft power religieux. Ça sera de nouveau le cas du Maroc, notamment en Europe et en Asie. On retrouvera l'exemple égyptien de nouveau au Moyen-Orient et en Asie. Et on pourrait parler d'autres exemples, alors, notamment les églises pentecôtistes nigérianes qui sont particulièrement fortes et qui agissent en Europe, mais également en Amérique du Nord. On est là sur un aspect qui est intéressant parce que vous le retrouvez aujourd'hui dans le catholicisme. Les courants missionnaires que vous évoquiez tout à l'heure, c'était des courants, on va dire, nord-sud, classiquement. Le courant missionnaire aujourd'hui, il tend à s'inverser. C'est particulièrement vrai pour le catholicisme. J'ai une collègue qui travaille actuellement au GSRL sur la présence de prêtres africains en France. On élargit avec d'autres en Europe. Le courant missionnaire, il est différent, il est inversé. Ça se joue de la même manière également avec un certain nombre d'églises protestantes. Donc le Nigeria fait partie de ces États qui ont, à travers ces réseaux, une influence extérieure. Et puis il y a, deuxième aspect, les acteurs étatiques non africains qui utilisent le religieux pour avoir des influences en Afrique. Alors on a déjà cité un certain nombre d'acteurs, bien évidemment le patriarcat de Moscou. Si vous suivez, alors je pense que Igor le disait tout à l'heure de manière très précise, mais c'est vrai que lorsque vous suivez les déplacements ou de Poutine ou de Lavrov, vous regardez qui est dans les valises et généralement vous verrez que le patriarche ou le responsable des départements des relations internationales du patriarcat de Moscou suit les déplacements. Donc vous avez effectivement le patriarcat de Moscou, vous avez la Turquie avec le Diyanet, vous avez également, alors vous aviez, j'allais dire, les États-Unis à travers USAID et l'aide de USAID aux acteurs religieux, notamment évangéliques et pentecôtistes. Mais comme M. Trump vient de se tirer de multiples balles dans le pied, il a supprimé USAID, et donc sur place, on en ressent déjà les conséquences en termes de suppression du financement. Et puis vous avez bien évidemment deux autres acteurs qui sont importants, qui jouent en Afrique comme ils jouent ailleurs, qui sont l'Arabie Saoudite et le Qatar, à travers, bien évidemment, des financements, des bourses, la construction de mosquées. Ça fonctionne de la même manière d'une religion à une autre. Vous regardez Qatar, Arabie Saoudite et Moscou, construction d'églises ou de mosquées, travail social, formation des élites, ce sont exactement les mêmes stratégies qui sont mises en œuvre. Je rajouterai deux types d'acteurs pour bien comprendre ces mutations religieuses. Premier type d'acteurs, les ONG confessionnelles, liés ou non à des acteurs étatiques. N'oubliez pas que parmi les premières ONG au monde, vous avez des ONG confessionnelles. Les plus fortes ONG au monde s'appellent World Vision, ONG protestante, fondée aux États-Unis. Voilà. La seconde s'appelle Caritas Internationalis, plus connue en France sous le nom de sa section française, qui est celle du Secours catholique. Secours catholique, World Vision sont présents l'un et l'autre dans un peu plus de 180 pays sur la planète, avec des sommes d'argent qui sont considérables, des capacités d'action qui sont tout à fait importantes et qui viennent suppléer ou, d'une certaine manière, supplanter parfois la faillite des États, et notamment des États sous leur forme d'État-providence. Et puis il y a un dernier type d'acteur qui a été évoqué, je n'y reviendrai pas, qui est celui des groupes armés qui se revendiquent d'une identité religieuse, et on retrouve notamment la question du Sahel que vous évoquiez tout à l'heure. Alors je dirais du Sahel en extension, d'est en ouest de manière de plus en plus étendue, et puis également avec une extension nord-sud qui apparaît. Voilà. Donc dans tout cela, qu'est-ce que l'on constate ? On constate que le religieux est à la fois infrastructure sociale, ressource politique et vecteur géopolitique en Afrique, comme il est dans de très nombreux pays. Voilà. Merci infiniment. Donc je pense que ces différentes contributions permettent au public français que nous composons aujourd'hui de prendre conscience de cette dimension qui effectivement n'existe purement et simplement pas dans la diplomatie française, enfin dans la façon dont la France se projette sur la scène internationale, et que donc nous tendons généralement à faire, sur laquelle nous tendons généralement à faire l'impasse, mais
mais qui est en effet, et moi je vous rejoins tous, au cœur de la plupart de la diplomatie, non seulement des puissances internationales que l'on peut trouver sur le continent africain ou qui s'affirment sur la scène mondiale, mais effectivement qui est un vecteur extrêmement puissant au sein même des différents États africains et autres également. Il ne nous reste qu'une vingtaine de minutes. Je voudrais vous poser simplement à tous une question qui n'a pas été abordée. Ensuite, je donne la parole à la salle. C'est aussi le rôle de ces acteurs, enfin, vous l'avez évoqué à travers le titre de l'ouvrage d'Oxford que vous avez cité, le rôle de ces acteurs dans les initiatives de paix aussi. Hein, parce qu'effectivement, on est dans une période extrêmement conflictuelle. Certains, on l'a vu avec le Sahel, jouent un rôle actif dans l'activation ou la redynamisation d'un certain nombre de conflits, mais il me semble que les acteurs religieux sont aussi extrêmement présents sur cette scène-là. Moi, j'ai animé samedi dernier à Sciences Po la conférence qui a été donnée par le cardinal Fridolin Ambongo, qui joue un rôle majeur dans la protestation non pas seulement sociale, mais aussi politique en République démocratique du Congo, où la conférence des évêques est traditionnellement un acteur majeur pour s'opposer aux tentatives de confiscation du pouvoir, alors précédemment de celles qui venaient de Joseph Kabila, mais aujourd'hui aussi, même si les liens sont moins frontaux, celle de Tshisekedi. Hein. Donc voilà. Je vous pose juste cette question-là et ensuite la parole est à vous tous. Voilà, tu m'as répondu. Oui, alors, pour de nouveau élargir le prisme, et je reviendrai bien évidemment à l'Afrique, je pense que pour comprendre le rôle des acteurs religieux, il faut se mettre dans le domaine de la paix. Hein. Il faut se mettre dans le cas de ce qu'on appelle la multitrack diplomatie. La multitrack diplomatie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la diplomatie à différents niveaux. Bon, je ne vais pas revenir sur les auteurs américains qui ont lancé ça, c'est-à-dire le fait... On a compris que pour qu'un processus de paix marche et marche durablement, il fallait agréger un certain nombre d'acteurs qui ont des statuts et une importance différente. Autrement dit, aussi bien des institutions internationales que des acteurs étatiques, mais que des acteurs également privés. Et parmi les acteurs privés, les acteurs religieux. Voilà. Donc ça fonctionne, quand ça fonctionne souvent comme ça. On pourrait donner le cas du Mozambique autrefois, effectivement, avec Santé Djidjo. On pourrait donner le cas de la Colombie avec les accords de 2016. Et on pourrait donner un certain nombre de cas en Afrique. J'allais dire, là encore, toute religion confondue, y compris au Sahel. Alors là, je parlerai sous votre contrôle, mais au Sahel, vous avez aussi des imams qui se mobilisent en faveur de la paix et pour un certain nombre d'approches. C'est vrai également pour le catholicisme, avec peut-être une spécificité. La spécificité, c'est que pour le catholicisme, ça se joue à la fois au niveau international et local. International, parce que vous avez une diplomatie du Saint-Siège, voilà, avec des nonces, c'est-à-dire des diplomates, et qui vont agir. Conséquence, vous évoquiez la RDC, lorsque l'Église catholique se mobilise en RDC, le pape vient en RDC et effectivement a une action de la même façon qu'il a tenté de le faire au Soudan. Voilà. Mais vous avez effectivement une action des acteurs locaux qui, là encore, suivant le contexte politique, peut varier. Du temps de Kabila, moi j'ai beaucoup travaillé autrefois ou beaucoup interviewé le cardinal Monsengo. Monsengo était la grande figure d'opposition, hein, alors non politique, on va dire religieuse, mais à dimension politique, à Kinshasa. Avec Ambongo, effectivement, c'est peut-être moins frontal, plus subtil. Mais vous voyez, j'ajoute, et je termine là, un point important. Dans les facteurs de différenciation du religieux au niveau du territoire et de l'international, Ambongo a été à la fois celui qui a soutenu la diplomatie du pape François en RDC, mais c'est celui aussi qui a tué François. Puisque... Voilà, sur les questions d'homosexualité, de bénédiction des couples de même sexe, c'est celui qui s'est opposé non pas simplement en son nom propre, mais en tant que responsable des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, en disant, au nom de notre culture africaine, nous vous disons tranquillement non.
Et ça a été, je dirais, le dernier point du pontificat de François, qui est mort quelques mois après, mais en termes, j'ai prêté politique, son pontificat a connu là un échec majeur avec cette opposition. Et cette opposition renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Niagalé, c'est-à-dire que quand on parle de transnationalisation, et on pourrait faire une relecture de la photo que nous montrait Pascal Aussol en introduction tout à l'heure. Vous avez à la fois des oppositions qui sont géopolitiques sur l'organisation stratégique du monde, etc. Vous avez également des conflits de valeurs. Et je pense qu'au niveau géopolitique, ce qui se joue aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que les conflits, la guerre des valeurs est également une guerre civilisationnelle? Est-ce que les deux vont être liés? Autrement dit, comme vous le disiez, Burke, États-Unis, Ombongo d'une certaine manière, et en tout état de cause, Sarah, même combat. Sauf que j'ajouterais Sarah, Burke et Ombongo, même combat que le patriarche Kirill. Vous avez en termes de valeurs très exactement les mêmes approches. Et lorsque vous relisez le discours de J.D. Vance et que vous relisez le discours du pape François lorsqu'il s'est rendu en Hongrie, il faut m'expliquer où il y a une différence. Sur la question des valeurs, il n'y en a pas. Ensuite, la question qui va les différencier, c'est la question de l'ordre du monde et la question du nationalisme ou des impérialismes. Voilà. Mais vous voyez, ça rend l'ensemble à comprendre extrêmement complexe, avec des différenciations très spécifiques et une labilité du religieux qui est très grande. Pardon. Juste pour compléter sur ce point, quand on parle du rôle du religieux dans les relations internationales, on touche en effet bien entendu à cette question des valeurs. Et on entend beaucoup trop souvent aujourd'hui qu'il y a un retour de la géopolitique, il n'y a que les intérêts sur la scène internationale. Et je pense que c'est tout à fait faux, parce que on a tendance à considérer que les valeurs ne sont que des valeurs de soft power démocratico-libérales, c'est-à-dire la promotion des droits de l'homme, de formes démocratiques de gouvernance, etc. Non, les valeurs sont aussi conservatrices, elles sont aussi ultra-souverainistes, et c'est à ça qu'on assiste. La diplomatie américaine, aujourd'hui, elle est loin d'être uniquement fondée sur les intérêts, elle est aussi fondée tout autant, voire plus, sur la promotion d'un modèle de société qui renvoie effectivement, vous avez cité Kirill, vous citez les religions orthodoxes, mais l'islam conservateur se retrouve totalement dans la vision non libérale de la société qui est promue par ces acteurs religieux que l'on considère généralement comme beaucoup moins dangereux, et d'ailleurs à raison, puisqu'ils ne prennent pas les armes comme le font les extrémistes religieux au sein de l'islam. Mais quoique aux États-Unis, la question peut se poser d'ailleurs aussi. Mais donc voilà, c'était vraiment pour mettre aussi l'accent sur le rôle des valeurs dans les recompositions géopolitiques actuelles. Cessons de penser qu'il n'y a que des intérêts et que du hard power. Ouais, je dirais que la question des valeurs est l'un des points de consensus des ralliements des courants religieux au régime militaire au Sahel. On le voit très clairement au Niger. Et toutes les lois qui sont prises contre l'homosexualité, la suppression du code de la famille, et tout cela, c'est véritablement quelque chose qui reste au cœur de la refondation des États dans une perspective je dirais, anti-impérialiste ou de désoccidentalisation, comme il affirme dans le narratif. Pour revenir sur le rôle quand même aussi de paix des figures religieuses, elles sont clés, par exemple, au Sénégal. Les grands marabouts, les mourides sont au cœur pratiquement de toutes les transitions pacifiques qui se jouent au pouvoir au Sénégal. Ils ont un rôle, je dirais supra-étatique, au point parfois en griffe de sermonner même les leaders politiques, les chefs d'État. On verrait un rôle aussi similaire aussi au Burkina Faso, où le Moro Naba, chef traditionnel, mais figure religieuse aussi importante, a joué un rôle important dans toutes les négociations et dans la manière dont les coups d'État se dénoue sans effusion de sang. Donc ce rôle du religieux pacifique, de pacificateur, reste au cœur aussi de la
quoi qu'il soit parfois conflictuel, parce que tout cela n'est pas, il n'y a pas d'unité de sens dans l'ensemble de ces acteurs, parce que les acteurs politiques aussi sont d'obédiences religieuses diverses, avec des stratégies de conquête du pouvoir où ils mobilisent aussi comme je disais, des acteurs religieux marginalisés pour les ramener au cœur du système, mais en fait véritablement voilà, un support de légitimité. Merci. Boubacar ? Oui. Non, mais la question, elle est intéressante. On n'a pas eu le temps, vu le timing. Moi, ce que je voudrais vous dire, il y a la question doctrinale qui est au cœur du débat au Mali. Je vous dis que j'ai été reçu le vendredi passé par une haute personnalité. Ce n'est pas la peine de donner le nom, parce que le Mali a amorcé un dialogue intermalien en 2024, qui est le clou qui a donné lieu à une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Moi, je crois qu'il faudrait suivre un peu ce travail, même si les gens n'y croient pas, mais il y a quelque chose quand même dans cette charte. J'ai fait un débat il n'y a pas longtemps. Il y a la question de la gestion alternative des conflits. Et à travers, je dis bien cette question doctrinale, la Mauritanie a une approche intéressante. Je crois que depuis 15 ans, la Mauritanie est épargnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu là-bas ce qu'on appelle Al-Mutaraka. C'est un dialogue qu'ils ont fait avec les djihadistes. Tout le monde le sait, et ça a permis, en tout cas, ils payent de l'argent, il faut le reconnaître, on ne sait pas combien, de calmer le jeu. L'Algérie a fait la concorde civile. J'ai discuté avec Djalil Lounas, que certains connaissent, qui est professeur à Ifran, un Algérien, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, il a fait un livre qui va sortir dans les mois à venir, je crois d'ici décembre, un livre à voir absolument comment, à la fin, malgré l'action de l'Algérie, il y a eu des négociateurs qui sont venus de l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle les matrafistes, pour calmer la société algérienne et trouver un modus operandi avec certains religieux. Mais pour le cas du Mali, moi je vous dis une chose. En tout cas, je sais que si on ne trouve pas, d'ici 6 mois, une alternative pour barrer un peu ce califat islamique, on risquerait de voir un engloutissement de l'État. Maintenant, la difficulté, c'est que ce dialogue doctrinal qui a été fait en Mauritanie, parce que c'est un État islamique, la Mauritanie plus ou moins, en tout cas l'islam est dominant comme religion de l'État, nous sommes dans un système laïque, mais chez nous, les néo-salafistes contestent la laïcité. D'ailleurs, même, il y a des jeunes aujourd'hui formés dans les pays arabes qui sont extrêmement violents dans les mosquées. Et là, franchement, moi, ma peur, c'est qu'on se tourne vers un État interconfessionnel avec dominante salafiste. Et là, franchement, je crois que c'est une des questions clés. Et je crois que tout le monde est interpellé si on veut sauver le Mali et sauver l'Afrique de l'Ouest. Parce que si ça se déclenche au Mali, tout à l'heure, vous avez dit, Rodrigue, que la confrérie a un pouvoir au Sénégal. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, le pouvoir sénégalais semble un peu flirter avec ce qu'ils appellent un groupe de Sunna. Hein. Ils appellent Ibada. Mais au fond, c'est des salafistes déguisés. Ils sont à l'université, ils sont un peu partout. Au Niger, c'est la même situation. Donc attention, je dis bien, l'enjeu aujourd'hui n'est pas seulement le bouleversement politique, le coup d'État, mais un bouleversement religieux qui aura une influence avec les relations dans le monde. Je vous remercie. Igor, s'il vous plaît. Alors, je rejoins ce qui a été dit sur le fait qu'il ne faut pas faire du intérêt versus valeur, et qu'en réalité, les valeurs restent aujourd'hui un vecteur d'influence pour de multiples acteurs. Ce matin, dans le propos introductif, il a été dit à la conférence qu'on est dans une phase de désoccidentalisation des affaires du monde. Bon, la désoccidentalisation, les Russes en parlent depuis au moins une vingtaine d'années, si ce n'est pas 25, c'est Primakov à la fin des années 90, qui en fait pose un peu déjà les bases de toute cette histoire. Le problème, c'est pas tant les valeurs, me semble-t-il, c'est plutôt l'interprétation qu'on fait de ces valeurs, leur instrumentalisation et leur application. C'est-à-dire ce qui est souvent reproché aux Occidentaux, en tout cas en Russie c'est clair, et certainement en Afrique, c'est que pendant longtemps les Occidentaux ont eu le monopole, non pas de la définition des règles, ça s'était fait au niveau international, à l'ONU, etc., mais de l'interprétation de ces règles. Et une interprétation à géométrie variable. Et ça a causé énormément de tort à la crédibilité de l'Occident, et on a vu l'apothéose ces dernières années. Alors, sur la diplomatie de la paix de l'Église orthodoxe russe, je vais être très bref. Elle intervient, ça a été dit, dans les cadres diplomatiques fixés par le Kremlin. Quand elle intervient, elle a pu être activée, par exemple, quand il y avait des disputes, alors là c'est pas en Afrique, mais entre la Russie et la Turquie, et parfois la Turquie pouvait servir de plateforme d'ailleurs pour
discussions avec d'autres acteurs. Il y a un dialogue interreligieux, par exemple, entre le clergé orthodoxe russe et la République islamique d'Iran, qui est instituée depuis très très longtemps et qui ils se rejoignent notamment dans leur hostilité à l'Occident. Donc ça, ils s'entendent très bien, évidemment. L'Église orthodoxe russe peut être utilisée comme messagère, je l'ai déjà dit. Alors il y a quelque chose quand même qui a bien fonctionné, en tout cas qui revenait souvent il y a une dizaine d'années, c'est qu'on avait coutume de dire, souvenez-vous, lorsqu'il y avait la guerre en Syrie, que la Russie se présentait comme la protectrice des chrétiens d'Orient. Ça a été un petit peu interprété dans tous les sens, etc. Bon, ça a mis en fait l'État russe parfois dans une situation délicate, parce que quand il tentait de faire se dialoguer les Syriens, en promouvant un dialogue inter-syrien, il ne voulait pas apparaître non plus comme les protecteurs d'une minorité spécifique. Il voulait créer un dialogue inclusif. Donc ça peut être à double tranchant. Ceci étant dit, pour revenir à des temps beaucoup plus récents et à ce qui s'est passé cet été, on a vu ça de nouveau nous sauter aux yeux quand il y a eu ces massacres de Druzes à Soueïda. Qu'est-ce qui s'est passé sur la côte syrienne? Les Alaouites et autres se sont retrouvés, et les chrétiens sont tous arrivés dans les bases militaires russes pour dire protégez-nous, on va tous se faire décapiter par les djihadistes qui sont au pouvoir maintenant, enfin les nouvelles autorités syriennes comme on les appelle. Donc si vous voulez, il y a toujours cette image qui est projetée, si vous voulez, de Russie comme protectrice. Est-ce que c'est déclinable maintenant sur le continent africain? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est pas mûr. Déjà, il n'y a pas la même composition. Bon, on va très très vite. Il faudra regarder une fois de plus par région, etc. Et d'autre part, je pense que pour aujourd'hui, la situation n'est pas encore prête pour l'Église orthodoxe pour promouvoir des bons offices. Mais dans 2, 3 ans, 4 ans peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un est là pour faire circuler un micro dans la salle. Si ce n'est pas le cas, je vais le faire. Donc, qui souhaite poser une question? C'est un exercice périlleux. C'est ça. Merci. Oui. Alors, nous avons pu voir en détail comment la Russie s'imposait sur le continent africain à travers l'orthodoxie, notamment avec la formation des prêtres africains. Mais le fait-elle concrètement avec l'islam aussi? Donc votre question, c'est de savoir comment concrètement se fait la conversion. Enfin, si vous pouvez reformuler, pardon, parce que j'ai peut-être pas bien entendu. Comment la Russie forme également des imams, en fait. Hein. Oui, voilà. Voilà, donc c'est exactement. pour vous, Igor. La réponse va être courte. Pour l'instant, il n'y a pas. Il y a des dialogues, il y a des interactions, mais il n'y a pas ce mouvement parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas les institutions, il n'y a pas la légitimité, c'est pas du tout la même organisation. Donc, pour cette question-là, en l'occurrence, c'est pas pertinent. Mais pour le clergé catholique, en revanche, là, enfin catholique, excusez-moi, orthodoxe, en revanche, là, il y a déjà de la mobilité qui est très dynamique. Oui, Ça marche oui. Bon, juste, mais alors je parle sous le contrôle d'Igor qui connaît bien mieux que moi la Russie, mais la question que vous posez est intéressante et elle renvoie aussi aux difficultés de positionnement de Poutine sur le religieux de manière globale et pour définir également la Russie. La Russie est une puissance orthodoxe, c'est ce qu'il a dit à plusieurs reprises, voilà. Et en même temps, il a rappelé que la Russie était un pays également musulman. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et donc, vous voyez, la question des identités, du rapport au religieux, elle se joue à l'intérieur des États et elle va avoir effectivement des implications dans la politique étrangère, y compris lorsque, comme c'est le cas actuellement, ça reste au niveau informel. Oui, alors pour rebondir, puisque c'est une des cartes d'ailleurs qui est mise en avant souvent par la Russie, c'est de se présenter, c'est vrai, comme un État multiethnique, multiconfessionnel. Je rappelle qu'il y a 150 nationalités en Russie, que vous retrouvez des juifs, des musulmans, des chrétiens, des orthodoxes, des chamanistes, des animistes, enfin il y a vraiment de tout quand vous allez en Sibérie. Et donc l'idée c'est aussi de se présenter un peu avec cette carte-là de diversité dans le discours, dans le narratif qui est déployé. Et ça peut fonctionner. Maintenant, la difficulté que vous évoquez, François, c'est que Poutine assume le côté orthodoxe de la Russie. Il va faire le baptême à chaque fois, triple immersion donc dans l'eau glacée. On le voit régulièrement à l'église. Et là, c'est plutôt
problématique domestique russe, ça crée des frictions parfois en interne en Russie, puisqu'il y a ce qu'on a dit, cet aspect multiconfessionnel. Oui, je vois, ça vous ennuie. Voilà, le temps que vous alliez au bout de la salle, c'est ce que j'allais proposer. La question, est-ce que quelqu'un est en mesure de répondre à cette question? Moi, à titre personnel, absolument pas. Justement, y a-t-il une diplomatie religieuse de la Chine, selon vous? Alors, il y a à l'interne, il y a une politique chinoise de restriction des libertés, notamment des libertés religieuses, comme sur d'autres aspects. À ma connaissance, il n'y a pas encore véritablement d'influence religieuse. Alors, ce que je vais vous dire ne rentre pas vraiment dans le cadre du religieux, mais on va dire, c'est un signal faible. De la même façon que vous voyez en Inde, Modi insister à la fois sur l'hindouisme, mais également sur le yoga. C'est-à-dire, il y a à la fois une partie dure qui dit hindouisme, mais un peu ce que vous disiez, Igor, hein, ça fonctionne aussi pour la Russie. Un narratif extérieur qui se veut soft et un narratif à l'interne qui peut être différent. On voit bien que l'Inde de Modi a un narratif soft avec le yoga, l'Inde, pays de tolérance, etc., même si la politique interne est beaucoup plus restrictive. Avec la Chine, on voit apparaître des éléments liés à la culture chinoise et notamment au legs de Confucius. Alors vous allez me dire, c'est pas du religieux, non, effectivement, c'est pas du religieux, mais c'est le seul élément à ma connaissance qui tente à apparaître. Alors on peut dire comme politique culturelle. Hein, c'est pas du religieux, c'est une politique culturelle qui émerge. Ou spirituelle. Alors voilà, c'est ça. On peut ensuite, tout dépend de l'interprétation qu'on va avoir effectivement de Confucius. Oui, vas-y. Non, il me semble que la Chine a évolué. Tous, quand on était petit en Afrique, on aimait aller voir Jackie Chan. Voilà, dans les vidéoclubs, Bruce Lee, ainsi de suite. Je crois que ça a été un travail fait culturel dans la fin des années 80, mais aussi, souvenez-vous des centres Confucius qui ont été créés dans les universités un peu partout. Et ça a été vraiment une action programmatique très excellente de la manière dont des élites aujourd'hui africaines sont les véhicules de toute la stratégie économique de la Chine sur le continent. Donc il y a ce travail, pas sur le registre religieux direct, mais sur des formes culturelles beaucoup plus vastes. Merci. Oui, question du fond de la salle. Bonjour, une question sur le Mali. Parce qu'on a vu depuis quelques semaines, quelques mois, les choses vraiment bouger dans le sud-ouest notamment du pays, dans la région de Kayes, avec le JNIM qui est aujourd'hui très actif dans cette zone. Le JNIM dirigé par Yaga Agrali, qui est quand même l'un des hommes vraiment les plus puissants de cette région. Donc je voudrais savoir comment vous interprétez le projet politico-religieux du JNIM aujourd'hui. Ce qui se passe dans la région de Kayes, qu'est-ce que ça traduit de l'évolution justement de leur projet? Est-ce que ça a changé? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'ils veulent la chute de Bamako? Et si c'est le cas, parce que pendant longtemps on a dit que le nord seulement finalement était leur zone d'intérêt, que le projet de califat est concerné surtout le nord du pays. Est-ce que tout ça a changé ou pas? Quel est l'intérêt de voir Bamako tomber aujourd'hui éventuellement? Oui, bien sûr. Une très bonne question. Moi, je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a 3 zones. Il y a le nord, effectivement, il y a Darali qui contrôle le JNIM, mais au fond, qui est dans une approche de régulateur. Parce que le JNIM, n'oubliez pas, est venu après l'action Serval et Barkhane. Donc la réponse, je dis bien de Barkhane, qui voulait prendre le Sahel, c'était le JNIM. Vous voyez, il y a à peu près 5 mouvements, mais maintenant, ils ont compris que la question du centre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont eu quelqu'un comme Hamadou Koufa, qui s'est préparé un peu en cachette, moi j'étais à Mopti quand il faisait ses prêches, ils ont pu développer leur doxa. Ils ont le nord, en tout cas, quelle que soit la libération de Kidal, mais une grande partie du nord aujourd'hui est sous leur contrôle. Kidal et quelques environs. Ils sont même en train de s'approcher de Kidal. Le centre,
pratiquement l'épicentre, un peu le delta central. Maintenant, ils ont testé. Comme ils savent le faire, ils occupent le niveau territorial, ils occupent le niveau politique, leur vision, ils occupent le niveau religieux. J'ai parlé tout à l'heure des confessions, des discussions à Bamako, des mésententes. Il y a même le bureau du Haut Conseil islamique qui n'est pas installé depuis 1 an. Ils avancent, ils testent. Et qu'est-ce qui se passe? Depuis le mois d'août, ils ont fait une action coordonnée. 7 localités, c'est du jamais vu. 3 régions, et ils ont réussi à ébranler une grande partie du pays, et donc à bloquer la frontière avec le Sénégal. Ils ont réussi maintenant à trouver ce qu'ils appellent des zones franches dans le sud du pays. On n'a jamais vu ça. Et après, maintenant qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait la guerre économique. Et ça, c'est leur dernière stratégie pour faire chuter. Moi, je crois qu'ils ne vont pas prendre Bamako, je ne pense pas. Mais déjà, les gens ont peur à Bamako. Les gens ont commencé presque à quitter un peu à Bamako, hein, je ne vous cache pas. Moi-même, je me renseigne ce matin, est-ce que je peux rester un peu pendant quelques mois ici ou bien venir? Mais on m'a dit non, tu peux venir. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne vont pas prendre Bamako, mais ils vont étrangler Bamako. Et là, ça veut dire quoi? Ils vont créer l'approche un peu des talibans. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la MINUSMA pour le vecteur aérien, il n'y a plus Barkhane. Et la Russie, actuellement, n'a pas la capacité de produire ce vecteur aérien. Et surtout, maintenant, on murmure qu'ils ont des drones, et que des drones qui ont passé par l'Ukraine, une grande partie est déversée. On n'a pas de preuves, mais en tout cas, des spécialistes disent qu'ils ont des drones parce que toutes leurs actions sont filmées aujourd'hui. Et ils ont des réseaux sociaux, dont Zalaka, où ils montrent tout. Donc, ils sont capables de créer une situation conflictuelle autour de Bamako et pousser une négociation. Et là, cette négociation, peut-être c'est le départ du pouvoir, ou bien demander un gouvernement avec les djihadistes. Vous voyez un peu ces questionnements? Je n'ai pas de réponse claire, mais d'ici décembre, vous apprendrez quelque chose qui pourrait vraiment bouleverser le Mali et la sous-région sahélienne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Écoutez, on arrête pile à l'heure, comme nous le rappelle la sonnerie. Donc, merci 1000 fois pour ces échanges très riches et merci à tous d'y avoir assisté. Au stand libre Charlemagne. Please enjoy your lunch break.